Dans cette vidéo, je vais vous livrer certains de mes conseils pour réussir vos rendus. Donc on va voir 7 points à prendre en compte pour faire des rendus qui claquent. On voit ça après le générique. Et pour illustrer tout ça, moi j'aime bien faire mes rendus maintenant sur Blender. Je trouve que c'est un logiciel qui est top, qui est gratuit et qui a des rendus incroyables avec cycle. Et donc on va partir sur un modèle que j'ai téléchargé, que j'ai déjà utilisé dans une précédente vidéo, avec mon kit de lumière, et je vais vous montrer différentes choses à faire. Le tout premier point, c'est la composition. Alors qu'est-ce que c'est la composition? C'est on va se mettre sur notre caméra, on va se mettre directement dessus. La composition, c'est comment vous voulez afficher votre image de sortie. Donc là, on voit que j'ai une image qui est en format rectangulaire, l'horizontale, et j'ai mon objet, j'ai mon personnage qui est dans la scène, et on va pouvoir le placer. Donc la composition, c'est vraiment comment vous placez votre objet par rapport à la scène pour lui donner vie. C'est assez important la composition, parce que vraiment vous pouvez faire quelque chose de très laid simplement en l'ayant mal positionné. Je vais vous montrer des exemples de ce que j'ai fait, vous allez voir. Alors là, pour l'instant, mon kit de rendu fait que le rendu est chouette. Mais je vais vous montrer la composition de base que beaucoup de gens ont. On appelle ça un petit peu la photo de père de famille. On va prendre en photo ses enfants et on va laisser, on va viser ici, parce qu'en fait, de prime abord, les gens aiment bien mettre la tête à peu près au milieu du cadre pour être sûr de rien louper. Et des fois, on peut avoir les pieds qui sont coupés, ou alors voilà, que le personnage soit ici, et du coup, ça fait une grande zone de vide, de perdu. Et ça, c'est pas terrible. Parce que du coup ça écrase un peu votre personnage, ça lui donne pas vraiment une envergure et c'est dommage. Donc, je vais vous montrer, on va aller petite étape par étape pour améliorer en fait cette composition. Donc là je suis vraiment sur quelque chose vraiment de standard et donc du coup ça casse un peu la dynamique déjà d'avoir la composition, d'avoir autant de vide, il n'y a rien qui se passe derrière, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc j'ai fait une deuxième version où là j'ai remonté mon personnage, donc déjà il tient un peu plus sur ses appuis, on a quelque chose d'un peu plus solide. Et c'est pas encore génial parce que quand vous avez un seul personnage, un seul objet, il faut éviter au maximum, surtout sur ce type de format où on a pas mal de place, de le laisser au milieu. Si vous avez un format carré, ça pose pas de problème, mais c'est toujours bien de le désaxer un petit peu. Si vous regardez des films, vous verrez que les personnages sont rarement shootés vraiment centrés, ils sont toujours un petit peu sur un côté ou sur l'autre. Donc ce que je vous invite à faire généralement sur ce genre de composition, c'est de déplacer votre personnage et de lui faire prendre un coin, que ce soit plutôt ce coin-là ou ce coin-là, et diviser à peu près, vous faites un tiers mentalement de l'image que vous coupez, et vous allez essayer de placer un point clé qui est votre visage. En fait, généralement, on va essayer de découper comme ça, et de découper aussi comme ça, et de se dire, voilà, par exemple, dans cette zone-là, ça peut être intéressant d'avoir au moins un point clé qui est la tête. Donc on aurait même pu la faire par là. Par rapport à la taille de mon objet, là, c'est pas totalement possible, donc je vise cette ligne verticale, mais je vous ai fait un dernier essai où là pour moi ce sera intéressant aussi d'avoir une vision complémentaire, une composition complémentaire qui est vraiment quelque chose de close-up comme ça, où justement c'est pas grave de ne pas avoir tout le personnage, mais on va avoir une ambiance vraiment, on va avoir une force, et là vous voyez on sent quand même quelque chose qui se passe par rapport à là où notre personnage vraiment il est un petit peu écrasé. Là, on sent vraiment qu'il nous rentre dans la gueule, entre guillemets. On voit les détails. Et c'est là où c'est intéressant la composition, c'est que tout de suite, on ressent une force en voyant ça. Et vous voyez que j'ai totalement laissé abandonner un bout de l'image. Mais là, c'est pas grave, parce que vraiment, on a vraiment cette masse-là. Il y a une sorte de dynamique qui vient. Et parce qu'en fait, on est au tiers des deux côtés. Donc, on a vraiment notre tête qui est ici, des deux côtés. Et là, c'est intéressant comme ça de mettre ça. On a le bras qui va plutôt aller dans le tiers ici. Donc on a vraiment quelque chose qui se répond. On a une belle dynamique aussi dans la composition. On a la verticale en fait du bras qui vraiment passe comme ça par rapport à notre image. Donc voilà, on a une cassure avec ce bras-là de ce côté-là. Donc là, on sent vraiment une dynamique et c'est quelque chose qui vraiment, vous voyez là, juste avec cette image-là, on sent une différence dans la composition et ça met beaucoup plus en valeur votre travail. On va continuer par les angles de caméra. Les angles de caméra, qu'est-ce que c'est? Là, pour l'instant, on était sur quelque chose d'assez droit. Et quelque chose qui est hyper important aussi, c'est les angles de caméra. On a vu tout à l'heure que dès que je zoomais un petit peu, on sentait tout de suite quelque chose. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire. Il faut vraiment pas hésiter à essayer d'aller chercher
une vue de dessous ou de dessus. Alors je suis un peu embêté avec mon sol là. Mais voilà, par exemple, quelque chose comme ça, on va pouvoir être un peu écrasé. Si on a un robot, par exemple, qui est vraiment très fort, qui écrase tout sur son passage, bah, ça vaut le coup de lancer un rendu. Donc, par exemple, je vais faire F12 avec mon kit. Hop, et voilà, on va tout de suite avoir quelque chose. On a notre personnage qui est en force. Ça, c'est intéressant parce que quand vous avez un personnage, par exemple, comme ça, qui est très fort, on va plutôt faire une contre-plongée. Donc, on va vraiment se mettre en bas du personnage et on va sortir toute la puissance. Si à l'inverse, vous faites quelque chose, une vue en hauteur, vous allez plutôt diminuer cet effet-là. Ça peut même faire un peu une caméra un peu ridicule. Vraiment, on a moins cet effet-là, on est un peu plus écrasé au sol. Mais ça peut être intéressant d'aller chercher différentes vues. En tout cas, je vous invite toujours à aller tourner un petit peu autour de votre objet. En fonction de ces caractéristiques de ces objets, il y a peut-être des endroits, vous voyez, les cheminées qui peuvent être intéressantes. Mais il ne faut pas hésiter aussi à vous dire, je vais zoomer, quitte à perdre un petit peu, couper des endroits, mais en même temps, vous allez pouvoir accentuer des univers. Ça peut être intéressant, justement, de ne pas laisser la main avec un vide, mais d'aller couper un peu la main, vraiment de remplir un peu le bord de l'image et d'aller tourner autour. Et en fonction de la symbolique en fait de votre image, de sa force, voilà, de peut-être gagner comme ça une vue assez intéressante. Donc en tout cas, je vous invite vraiment à tourner, d'essayer de vous dire qu'est-ce qui peut mettre le plus en avant mon objet, quitte à faire plusieurs rendus et ensuite d'essayer de regarder ce qui marche le mieux. Et voilà, en tout cas, les angles de caméra, c'est hyper important. Troisième critère à prendre en compte, c'est la focale. Alors la focale, qu'est-ce que c'est? Ça va être la déformation de l'objectif de votre caméra. Ça se trouve ici, quand vous allez sur Blender, vous allez cliquer sur une caméra, vous allez avoir ici Focal Length. Vous allez pouvoir mettre très petit ou très grand, et en fonction de ça, vous allez voir des déformations. Je vais vous montrer un exemple, voilà, le même personnage. Ça, c'est avec une focale à 28. Vous allez voir, on a vraiment une déformation assez forte. Et en fait, ça crée du dynamisme dans notre objet. Vous allez voir la différence avec une focale à 50. La 50, c'est l'œil humain. Donc, c'est vraiment la déformation de votre œil de base. Regardez la différence. Donc, je remets 28. On voit vraiment que le point de fuite est plus fort. Donc, le personnage a l'air plus en profondeur. La tête a l'air plus détachée. Donc là, en 50, il fait tout de suite plus massif. Les épaules sont comme si elles étaient revenues vraiment en avant. Et je vous ai mis une focale à 100. Donc là, vraiment, vous voyez, l'objet, il est vraiment beaucoup plus compact. Donc en fonction, en fait, aussi de ce que vous voulez traduire dans vos rendus, bah, ça peut être intéressant de tester plusieurs focales, des courtes et des longues. Parce que forcément, si vous voulez vraiment avoir votre personnage qui fait extrêmement massif comme là, bah, on va plutôt aller sur quelque chose qui écrase, donc sur du sang, plutôt que sur quelque chose de très dynamique. Voilà, si on a un personnage peut-être avec une épée qui dirige l'épée vers nous, ça peut être intéressant justement de faire une focale voilà, pour avoir un peu plus de profondeur d'image. Donc c'est tout ça l'intérêt de tester aussi vos focales. Astuce suivante, ça va être de gérer le champ de profondeur. Alors le champ de profondeur, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajouter ou non en 3D, qui va potentiellement allonger la durée, le temps de rendu. Donc c'est bien de le décocher à la base et ensuite de le cocher après. On va le trouver sur Blender dans les caméras. On va pouvoir cocher ou décocher Depth of Field. Donc c'est un terme que vous allez voir souvent en anglais, c'est DOF, Depth of Field, donc champ de profondeur. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit de netteté de votre image et ensuite ça va partir au flou. Donc ça va partir progressivement au flou à partir de la zone de netteté avant et après. Donc c'est vraiment comme si vous aviez un objectif c'est comme si vous aviez un appareil photo et que vous zoomiez vraiment à l'endroit précis où vous voulez que ce soit net, et vous allez voir que avant et après, ça va partir de plus en plus au flou. Et c'est une façon en fait assez intéressante, notamment de donner davantage de photoréalisme à votre rendu, parce qu'en ajoutant du coup ce champ de profondeur, ça va vraiment pour votre œil, c'est quelque chose de naturel. Quand vous regardez quelque chose, vous allez voir que le reste part au flou à côté. Donc c'est quelque chose, en fait, votre œil est habitué, votre cerveau est habitué à voir ce champ de profondeur naturellement. C'est quelque chose que si vous remettez ça sur votre rendu 3D, bah, vous allez avoir ce même effet. C'est hyper important de le mettre. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous voulez du photoréalisme, ajouter du photoréalisme, faire, entre guillemets, rendre vraiment au maximum l'impression que votre objet 3D, le rendu, est réel. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'autre chose qui est intéressante avec le Depth of Field, c'est justement parce que vous allez avoir une zone de netteté, vous allez pouvoir davantage mettre en avant un endroit de votre objet par rapport au reste.
Et généralement, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de viser en fait, par exemple les yeux du personnage. Bon là, dans ce cas-là, on n'en a pas vraiment, mais on va plutôt mettre le casque. Donc par exemple sur mon kit, le kit que j'ai créé, en fait, vous avez voilà, j'ai créé des targets. Donc c'est des endroits où on peut définir directement exactement l'endroit où on veut qu'il y ait la zone de netteté. Donc c'est comme ça, c'est plus simple. Si j'avais voulu que ce soit autre chose, j'aurais pu mettre ma target ici, par exemple, ou sur mon épée. Mais généralement, on va essayer plutôt d'aller sur l'endroit où naturellement nos yeux vont, et nos yeux vont naturellement regarder les yeux des gens. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant de mettre le point sur quelque chose comme ça. Si c'est un objet, bah, vous allez plutôt aller sur le devant de la surface ou un endroit où vous avez mis du détail peut-être. Voilà, quelque chose sur lequel vous dites c'est mieux de souligner d'aller à cet endroit-là. Et quand vous faites ça, bah, vous allez vraiment avoir un rendu beaucoup plus qualitatif. Je vais vous montrer la différence. Là, j'ai fait un rendu standard sans depth of field. Donc on voit bien que notre objet, on le voit en totalité. Il n'y a absolument pas de différence. C'est aussi net à cet endroit-là que devant l'épée. Donc ce qui peut très bien suffire aussi, hein, c'est assez net, c'est assez joli. Mais si on met le depth of field, donc le champ de profondeur, voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Moi je trouve qu'en tout cas, j'aime bien le rajouter, même si ça va un peu exploser mes temps de rendu. On va partir, vous voyez, là on a fait 2 minutes de rendu avec mon ordinateur contre... alors c'est pas possible, il a dû forcément en mettre plus. Bah, il m'a dit 2 minutes et 0,6, mais bon, ok. Généralement, ça va être généralement le double ou le triple hein, de temps. Là, je suis pas hyper... je suis un peu étonné qu'il ait pas mis tellement de temps en plus. En tout cas, vous voyez la différence entre quelque chose de net et de flou léger. Et vous voyez vraiment les endroits les plus loin vont être les plus floutés. Et ça nous permet vraiment de faire ressortir d'un coup la tête du personnage. Et en fait, on a quand même l'impression globale du personnage, mais on a en plus ce côté vraiment réaliste. On a l'impression que c'était pris en photo avec un objet qui a été fait. Et en plus, l'intérêt de faire ces rendus 3D, bah, c'est qu'on a un objet quasiment parfait. Vous n'avez pas de poussière à gérer, vous n'avez pas peut-être des supports qu'on marquait, des choses, vous avez vraiment l'impression de la résine grâce au kit aussi, qui vous permet vraiment d'avoir cet effet, on appelle ça du SSS, on a l'impression que la lumière rentre un peu dans la matière. Et donc ça met vachement bien en avant vos objets, et en tout cas avec le depth of field en plus, ça fait un rendu ultra qualitatif. On passe au critère de la lumière, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi, c'est de bien éclairer son personnage en fonction de sa forme. Donc on avait déjà vu la composition qui était intéressante, qu'on a des petits paramètres en plus à prendre en compte comme le depth of field. Et là, la lumière, en fait, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Je vais vous montrer par exemple, alors c'est vraiment spécifique pour le coup, c'est à la photographie. Vous avez, donc on est vraiment dans ces problématiques-là extrêmement sensibles quand on fait du portrait. Et on va voir en fait sur le même visage qu'on peut avoir vraiment des expressions très différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Et que là, en fait, on va avoir vraiment un éclairage. Ce qui est bien en plus, c'est que là, je vous montre juste, on voit bien la zone d'ombre. Si on voit bien en fait la différence d'éclairage qui est schématisée, je vous mettrai le lien. C'est voilà, vous avez plein de guides d'éclairage comme ça qui traînent sur Internet, qui vous permettent vraiment de comprendre comment les scènes sont éclairées. Alors, je reviens simplement sur voilà ma scène. C'est un peu le travail que j'ai fait moi sur mon kit. En fait, j'ai fait différents types de lumière, avec des lumières de côté, de différents endroits, que j'ai nommés. Ensuite, après, toutes ces lumières sont paramétrables. Dans l'idée, c'est vraiment de proposer en fait d'avoir voilà, différents effets. Et on voit vraiment bah là en fait des lumières, on a l'habitude de voir, donc par exemple, ce serait plutôt une lumière de présentateur de télévision. On va avoir des lumières sur le côté qui vont vraiment gommer toutes les aspérités du visage pour avoir vraiment un visage lisse. Donc là, on va vraiment pas voir de rides, ce genre de choses. Là, on va être plutôt sur de la peinture. On va être vraiment une lumière de côté. En général, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une lumière à 45 degrés. Pour, voilà. Par exemple, si cette lumière-là est très bien quand vous débutez, vous mettez une lumière sur le côté à 45 degrés qui va éclairer toute une zone. Et ce qu'on aime bien, notamment en 3D, c'est ce qu'on appelle une backlight. Donc une backlight, ça va être une lumière d'appoint. Donc j'avais vu ici, voilà, c'est ça, c'est parfaitement ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une lumière, donc généralement qu'on va glisser derrière, et qui va nous permettre d'éclairer l'arrière. Donc l'intérêt, c'est de permettre d'éclairer la personne et d'avoir une lumière derrière qui va faire ressortir en fait un bout à l'arrière de la tête. Et ça va notamment faire que
le visage et donc la personne vont se ressortir du décor. Donc on va vraiment avoir une délimitation visuelle qui est intéressante. On peut le faire aussi directement en éclairant le fond. Donc là, par exemple, cette lumière-là va éclairer le fond. On va avoir comme ça la personne qui va ressortir. On aura bien la même lumière, mais on a le fond qui va être éclairé. Donc on va avoir un joli dégradé qui va permettre de ressortir. Donc il y a énormément de possibilités de faire de jolis rendus à partir de lumière. Je vais vous montrer d'ailleurs, j'ai fait quelques rendus tests sur le même personnage. Donc on est sur la même scène, avec les mêmes matériaux, avec le même fond. Là j'ai pris un fond plus simple, un fond gris, comme ça on va mieux voir les différences. Vous allez voir, j'ai fait 4 ou 5 rendus. En fonction des éclairages, on a vraiment des trucs très différents. Donc là on a voilà, cet éclairage-là. Un éclairage, on sent que la lumière est plutôt positionnée plus en haut. Là ça fait ressortir des zones d'ombre, ça fait... c'est quelque chose d'assez intéressant. Là on a vraiment une lumière très forte, quasi aveuglante de derrière. Je trouve que ça donne un dynamisme. Voilà, on va récupérer aussi des lumières sur le côté. Donc vous voyez, en fonction vraiment qu'on regarde les différentes versions, on a quand même quelque chose de très différent. Et on a même une version un peu extrême. J'avais fait voilà, une version slot 5. Voilà. Pareil, on a quelque chose de plus éteint, on a des volumes, on a de la lumière par derrière. Vraiment, il y a une possibilité à partir de voilà, des lumières d'avoir des choses, des rendus très très différents. Pour vous dire que c'est un sujet complexe le rendu, notamment 3D, mais dans le rendu normal aussi pour les photographes, et vous avez énormément de paramètres. Au-delà donc de la composition, ce qu'on peut maîtriser, il y a aussi comment les matières vont réagir entre elles. Donc effectivement, si vous avez par exemple une boule rouge sur un fond blanc, vous savez que le fond blanc va recevoir un peu de cette lumière rouge. C'est comme ça en fait, c'est que la lumière se tape dans l'objet, va rebondir et va renvoyer un peu cette image diffuse. Par exemple, si vous avez une pièce blanche et que vous avez voilà, une couette de couleur, vous allez voir tout de suite les reflets de la couette vont imprégner un peu la pièce. C'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que les matières aussi vont réagir, et en fait vous allez avoir sur le même éclairage des différences en fait de rendu entre les matières que vous allez choisir aussi bien pour le sol que pour votre personnage. Je vous ai fait 3 rendus pour vous montrer la différence. Donc là voilà, j'ai fait le rendu classique, tout simple, avec une matière bleue, un petit peu résine. Et je n'ai pas touché à l'éclairage, j'ai simplement changé sur les 2 autres rendus la matière et du coup enfin, la couleur du personnage avec sa matière, avec des propriétés un peu différentes. Pareil pour le sol. Et donc du coup, par exemple, si on voit donc la deuxième image, c'est un petit peu différent, mais c'est surtout qu'on voit que là, on est beaucoup plus clair, que là, on a des zones plus d'ombre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fond est coloré, donc il n'est pas aussi blanc, il n'est pas aussi clair. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand on va prendre le rendu, on va avoir aussi la luminosité du fond qui va impacter notre objet et qui va du coup lui donner une couleur en plus, va l'éclaircir par rapport à ici. Et c'est parce qu'en fait, quand on regarde sur la scène, notamment, si je dézoome, c'est en fonction en fait de ce que vous avez fait comme forme de studio. Donc là, j'ai quelque chose d'assez court. Et sur mon kit, j'ai plusieurs types de formes, que ce soit juste un cercle, une boule, on va être à l'intérieur de la boule, donc on va avoir tout le renvoi en fait de partout. On va avoir le mode sandwich qui est aussi intéressant, c'est d'avoir justement du renvoi aussi par rapport en haut. Donc tout ça va jouer, donc la forme de votre studio aussi, et surtout vos textures, ça va être différent en fonction de tout ça. Et vous allez voir, j'ai fait un 3e essai encore un peu plus fort. Donc là, j'ai mis vraiment une texture pareille rouge vif. Et j'ai fait un fond noir laqué, donc on a vraiment le reflet. Donc vous voyez, là vraiment on est absorbé par le noir, on a quelque chose de beaucoup plus dark, mais c'est le même éclairage que celui-là. C'est simplement la façon dont la lumière va agir en fonction si c'est une tente qui est toute noire, une tente qui est toute blanche. Donc ça, il faut prendre en compte le cadrage, comme on disait, le depth of field, qui est important, les matériaux et tout ça. Donc c'est-à-dire que des fois des éclairages vont bien marcher sur un objet et pas sur un autre en fonction des couleurs que vous avez mis, tout ça. Donc vraiment, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais si vous avez une gamme de produits ou de figurines qui sont à peu près pareilles, ensuite vous allez pouvoir vous faire votre propre setup, notamment avec ce kit-là, ça va vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir mettre votre figurine, et une fois que vous aurez défini exactement les paramètres qui marchent bien,
bah, après ça va y aller, vous allez pouvoir les faire vraiment en série. Dans tous les cas, moi je vous conseille vraiment de faire des rendus, ça met en avant vos personnages, ça met en avant ce que vous faites, et en plus vous n'avez pas toutes les contraintes d'un photographe, de gérer la poussière, de gérer voilà, les défauts de votre objet, parce que plus vous êtes sur des petites figurines, plus les défauts vont être énormes et vraiment peuvent vraiment être gênants. Donc autant faire des versions clean. En plus franchement, maintenant vous avez quand même pas mal d'outils à votre disposition. Je sais que pour certains d'entre vous, le rendu fait peur parce que vous êtes... faut apprendre un nouveau logiciel, faut aller sur quelque chose. Franchement, sur Blender, je vous mettrai le lien, j'ai fait une vidéo, notamment ce petit kit qui est hyper simple à mettre en place. Vous avez, allez, en 10 minutes, vous avez compris l'essentiel. Vous avez juste ensuite à choisir un studio, vous avez à choisir des matériaux qui sont déjà faits. Vous allez pouvoir en plus changer la couleur pour vraiment adapter à ce que vous voulez assez facilement. Vous avez des caméras, vous avez des lumières déjà préfaites. Vous voyez ensuite tout ce que vous avez à faire, c'est importer votre objet, le mettre à la taille de votre scène, et c'est à peu près tout. Et ensuite vous allez pouvoir faire des choses assez chouettes. C'est quand même hyper intéressant d'avoir déjà de conserver de belles images de vos figurines. Vous avez passé tellement de temps à les modéliser, c'est quand même intéressant de les afficher. Si vous vendez sur catalogue, vous faites de l'impression 3D et vous avez des licences de créateurs, c'est quand même vachement bien d'avoir un beau catalogue, plus beau que d'autres, qui vont peut-être faire du coup des photos artisanalement et ça va pas être très bien fait. Là vous voyez, le rendu est quand même nickel et en quelques minutes vous avez vraiment posé votre objet et vous faites un truc chouette. Comme moi c'est ce que je vous invite à faire, c'est à soigner votre image, soigner vos produits, et le rendu 3D vous permet vraiment d'arriver à quelque chose de vraiment nickel. Donc voilà, en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo vous a servi à mieux travailler, à mieux réfléchir quand vous faites vos rendus, à la composition, à tous ces paramètres qui font que à la fin vous allez avoir quelque chose d'hyper vendeur et dont vous serez fier et vous pourrez imprimer chez vous aussi, pourquoi pas. Je vous dis à très vite, salut.